Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel entretien géopolitique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sonia Le Gouriellec, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, spécialiste de la Corne de l'Afrique, et donc une zone particulièrement intéressante en ce moment, et donc à l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone et de se projeter. Sonia, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, je le disais en préambule, vous êtes maîtresse de conférence, ça suppose donc de la recherche. Euh, Concrètement, c'est quoi faire de la recherche en sciences politiques ou sur l'Afrique pour quelqu'un qui travaille dans une université? Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis toujours ravie justement de parler de la Corne de l'Afrique et puis effectivement peut-être d'échanger sur le métier d'enseignant-chercheur. Effectivement, le métier d'enseignant-chercheur implique d'enseigner, comme son nom l'indique, mais on oublie souvent une partie très importante qui irrigue pourtant nos cours aussi, c'est la partie recherche. Alors effectivement, depuis de ma soutenance de thèse, depuis ma thèse, parce que pour être chercheur, il faut avoir effectivement passé une thèse, je travaille sur la Corne de l'Afrique. Et ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'aller sur le terrain. Je pense que je vais surtout insister là-dessus, même si c'est assez compliqué, on verra par la suite, d'aller en ce moment dans beaucoup de régions de la Corne de l'Afrique. Mais être chercheur, c'est effectivement essayer de comprendre, d'analyser les réalités du monde, et de mettre en place des théories qui permettent de comprendre ces réalités et peut-être parfois de prévenir d'autres situations. Et alors, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, le chercheur n'est pas enfermé dans une bibliothèque à faire des théories qui sont déconnectées du monde. Le chercheur va les tester sur le terrain. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu une dynamique inverse de ce qui se passe parfois dans le monde médiatique. C'est que le chercheur pose des hypothèses et regarde dans le monde autour de lui s'il y a des réalités qui remettent en cause la validité de ces hypothèses. Donc, on est un petit peu masochiste puisqu'on recherche tout ce qui va aller contre notre hypothèse et dans ce cas-là, on se dit, bon, elle ne fonctionne pas. Alors que c'est vrai que parfois, dans le monde politique ou le monde médiatique, c'est un peu l'inverse. On a des biais de sélection, des biais de confirmation qui fait qu'on va plutôt sélectionner les arguments qui vont dans le sens de notre hypothèse. Donc, c'est l'inverse et donc on va sur le terrain pour tester la validité de nos hypothèses. Et dans mon cas, ça a impliqué effectivement, dès le début, au moment de la thèse, d'aller en Éthiopie, de vivre quelques mois en Éthiopie, d'aller dans les bibliothèques, de faire des entretiens avec des Éthiopiens ou avec d'autres personnes, ça dépend le sujet, d'aller à Djibouti également, et après il est un peu plus compliqué d'aller en Somalie ou en Érythrée, où je n'ai pas eu le droit d'aller malheureusement. À qui s'adresse votre recherche? Alors, ma recherche un chercheur s'adresse effectivement à ses pairs. Nos articles sont souvent les articles scientifiques sont très peu lus, c'est des vingtaines de pages, parfois un peu jargonneux, parce qu'on utilise des concepts, parce qu'on utilise des théories, on s'adresse à nos pairs. Mais ça ne doit pas, me semble-t-il, rester voilà, juste quelque chose entre nous, on s'adresse aussi à la société. Et c'est vrai que j'ai un ami qui m'avait toujours dit, quand on met 2 ans à écrire un article académique, publié dans des revues, comme on dit, peer review, donc avec des relecteurs anonymes qui répondent à tous les canons scientifiques. Il faut ensuite savoir en faire des articles de vulgarisation, c'est pas un gros mot, des articles de vulgarisation, des tribunes, des émissions de radio ou de télé ou autres, pour expliquer justement ces recherches au reste de la société et sortir de notre bulle. Alors c'est vrai que l'actualité fait que les chercheurs en ont de plus en plus peur et vont peut-être un petit peu s'enfermer dans leur bulle, mais il ne faut pas. Moi, ma thèse a été payée par l'État, donc je suis redevable au moins de ça. Les entreprises, est-ce que les entreprises viennent de plus en plus voir la recherche? Alors, je ne sais pas en France, je ne suis pas sûre que ce soit suffisamment le cas, en tout cas en France. Il y a toujours ce regard sur le chercheur qui effectivement est un peu perdu dans sa bibliothèque et puis déconnecté des réalités. Ça se peut-être plus à l'étranger, mais je crois de plus en plus. Parce qu'on va venir nous voir justement, dans le cas de l'Éthiopie, pour nous demander que se passe-t-il, comment la situation évolue, est-ce qu'il faut aller investir là-bas, ou dans le cas de Djibouti aussi, voilà, il y a les Chinois, il y a d'autres pays, quelle est la situation politique, est-ce que le climat est un climat de confiance pour investir. Donc effectivement, on peut aussi se tourner parfois vers nous pour notre connaissance areas, on va dire, donc notre connaissance terrain. Alors, vous l'avez dit, beaucoup de terrain et comment de temps en temps des situations un petit peu compliquées au vu de la zone.
Comment, vous, en tant que chercheur, vous arrivez à prendre du recul et à ne pas vous laisser submerger par les émotions? Parce que, encore une fois, quand on voit tout ce qui se passe sur ce terrain, c'est un peu compliqué. Bien, on n'y arrive pas nécessairement. On n'y arrive pas nécessairement. On doit atteindre idéalement ce que Weber appelait la neutralité axiologique. Donc, il faut savoir d'où on parle, il faut savoir mettre à distance notre objet d'étude pour être le plus objectif possible. Mais c'est vrai que ça a été notamment le cas en novembre 2020, lorsque la guerre en Éthiopie a été lancée, lorsque je lisais beaucoup de choses sur les réseaux, dans les journaux, ou que j'entendais par mes contacts. On n'est pas des êtres sans émotion. Effectivement, j'étais très inquiète par la situation, par les gens que je connaissais, pour les gens que je connaissais là-bas. Encore aujourd'hui, on parle parfois, certains évoquent des massacres, certains évoquent même des possibilités de génocide. Et quand on a le nez toute la journée dedans, il y a un moment, il faut savoir effectivement déconnecter pour prendre un petit peu de recul et pas se perdre et pas faire d'erreur, justement, aussi. Et peut-être c'est aussi un autre aspect, quand on travaille sur des régimes autoritaires. Ça peut être très compliqué parce que, moi, ça a été le cas sur Djibouti, parce qu'on essaye de garder cette neutralité le plus possible. Et on est face à des acteurs qui sont politiquement polarisés, qui ne connaissent pas nécessairement cette neutralité. Ils n'ont pas de médias chez eux, ils n'ont pas nécessairement de chercheurs ou pas beaucoup, et qui vont l'un et l'autre essayer de vous attirer dans leur camp et vous reprocher d'être dans l'autre ou dans l'autre. Et moi, je sais que j'ai beaucoup d'opposants djiboutiens qui m'ont dit « mais tu dois dénoncer clairement ». Et en fait, ils attendent des dénonciations visibles dans les journaux. Alors moi, je leur dis, lisez mes articles, j'explique aussi ce qu'est un régime autoritaire, en quoi Djibouti est un régime autoritaire. Mais bon, il faut ouvrir le livre, il faut aller lire, et donc ça, c'est moins visible, du coup, c'est… La relation entre le chercheur et les ONG, elle est facile ou pas? Ou est-ce qu'il y en a une déjà? Moi, j'en ai pas énormément. J'ai pu travailler avec des ONG, justement, comme avec les entreprises, pour apporter cette expertise. Je sais que certains chercheurs travaillent avec les ONG parfois pour l'accès au terrain, justement, où ils vont leur demander de pouvoir aller avec eux, pouvoir les accompagner pour faire un travail d'observation. Et puis, certains chercheurs travaillent directement aussi sur les ONG, le travail des ONG, donc dans ce cadre-là. On l'a bien compris, hein, vous êtes une spécialiste de la Corne de l'Afrique. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à cette partie du monde? Bonne question. Quand j'étais étudiante en relations internationales, donc j'avais vécu quand j'étais enfant en Afrique, donc c'était évident pour moi qu'il fallait voyager. Alors je disais à mes profs que le métier que je voulais faire, c'était écrire et voyager. Mais je ne savais pas trop ce qu'il y avait derrière. Et alors le mot chercheur, je ne voyais pas du tout ce que c'était. Donc il était évident que j'allais travailler sur l'Afrique. Et puis il arrive le moment où on doit faire un mémoire. C'est la première petite spécialisation. Et je ne voulais surtout pas travailler sur des États qui avaient été colonisés par la France, parce que je m'étais dit qu'on allait me reprocher en tant que Française, peut-être, et qu'il fallait peut-être justement, pour avoir cette neutralité, cette distance, m'éloigner de ce sujet. Et en fait, il s'est avéré que la Corne de l'Afrique était un cas à part sur le reste du continent, était un peu politiquement exceptionnel sur le continent, avec beaucoup de violence, certes, des insurrections armées, non pas contre le colonisateur, mais contre des gouvernements et des gouvernances africaines, des cas de sécession de territoires réussis, avec le Somaliland non reconnu et l'Érythrée ou le Soudan du Sud. Beaucoup de choses assez exceptionnelles, à part, c'était le moment où, en début des années 2000, les premières bases américaines sur tout le continent africain. Voilà, il me semblait qu'il y avait, c'est un peu par instinct au départ, il me semblait qu'il y avait beaucoup de choses exceptionnelles, différentes du reste du continent, et je me suis dit que j'allais regarder un peu ce qui se passait dans cette zone. Et visiblement, si vous me permettez, un très bon choix au vu de tout ce qui est en train de se passer. Donc, on y vient. Allez, l'Éthiopie, parce que vous en parlez donc, souvent dans la presse et dans vos publications. L'Éthiopie, est-ce qu'il y a une solution pour ce pays? Oh là là, vous êtes… Imaginez de demander à un homme politique aujourd'hui en campagne quelle est la solution pour la France, etc. Bon, c'est une bonne réponse. Très compliqué, c'est une question très compliquée. Ce qu'on peut dire, c'est que le pays est plus déchiré et polarisé que jamais, et que la réponse ne pourra venir que des Éthiopiens et de leur capacité, de leur vouloir de revivre ensemble. Ça, c'est très certain, sans rentrer dans les détails du conflit. On est loin d'une solution. Ça fait depuis novembre, la guerre civile qui oppose le nord du pays au gouvernement central et ses alliés est entrée dans sa deuxième année de guerre.
On a l'impression qu'il y a des ouvertures, puisqu'il y a des libérations de prisonniers politiques, etc. Ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'il reste un blocus de la région au nord du pays, du Tigré, un blocus humanitaire. Il continue à y avoir des bombardements, des attaques par drone. Et ce qu'on observe plutôt en ce moment, ce qu'on s'interroge, c'est les dynamiques, les divisions au sein du pouvoir central à Addis Abeba plutôt. Le Premier ministre a l'air plus seul que jamais, il essaye de recréer de nouvelles alliances et on entend parfois dans les médias des choses assez différentes entre ce que lui annonce, on va rester à la frontière du Tigray, de la région du Tigray, on ne va pas rentrer, et ce que ces militaires annoncent et qui disent qu'ils vont rentrer. Donc on a des choses très contradictoires, ce qui peut être un petit peu inquiétant effectivement sur l'unité ou sur l'harmonie au sein du pouvoir central. Et c'est un peu ça qu'on va devoir observer dans les mois et les semaines qui viennent, au-delà du fait qu'on a effectivement au Tigré une population sous blocus et une population qui a un besoin d'aide humanitaire urgent, beaucoup de personnes qui sont en état de famine. Et on commence à, malheureusement, on n'a pas de médias sur place, on a très peu d'informations. Enfin, au Tigré, hein, la France a des correspondants sur place, et c'est difficile de médiatiser ce qui se passe. Donc, vous me demandiez au début, émotionnellement, comment on gère la chose. C'est vrai que ça fait toujours un petit pincement de voir que tout le monde est très attentif à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est vrai que c'est une des grandes puissances mondiales et que ça a des implications pour l'Europe, mais j'ai essayé à plusieurs reprises de mobiliser les gens en disant il se passe des choses très graves dans cette région, et cette région, elle est stratégique aussi pour la France. Ça, c'est parfois plus compliqué. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop emballé sur l'Éthiopie en disant, quand on regarde, je regarde un petit peu les articles, et moi le premier, il y a une dizaine d'années, en disant comment miracle économique, il y avait beaucoup d'entrepreneuriat, un système d'enseignement supérieur qui fonctionnait, une compagnie aérienne avec une très bonne stratégie, un hub qui en fait donc comment l'un des nœuds importants donc comment en Afrique, le prix Nobel donc, de la paix pour le Premier ministre. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop emballé et fait une erreur de jugement? Je ne pense pas, parce que c'était difficilement prévisible, entre guillemets. À ce moment-là, tout se passait... vous parlez de la période, en fait, des années 2010, des années 2010 à 2014, même un peu plus avant, on va dire, où il y avait une véritable stratégie de développement de l'Éthiopie. Elle avait des partenaires pour ce faire, notamment la Chine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures, il y avait une véritable stratégie sur 5 ans qui avait été mise en place par le gouvernement de l'époque. Donc tout se passait plutôt bien, mais effectivement, on savait qu'on était dans un régime qui était assez autoritaire. À l'époque, c'était le Premier ministre Meles Zenawi, c'était les Tigréens qui étaient à la tête de la coalition au pouvoir. C'était un régime autoritaire, on le savait. Et il y a eu des étincelles, il y a eu des crises qui ont fait que la situation, que les choses ont déraillé. Mais on ne s'est pas emballé dans le fait qu'il y avait vraiment un modèle, un miracle éthiopien à ce moment-là. Oui, il se passait des choses très bien à ce moment-là. Et les vieux démons, on va dire, les vieux démons de l'Éthiopie n'ont pas disparu et sont revenus. Et c'est toujours cette question du vivre ensemble. C'est toujours cette question de c'est une question idéologique. C'est la question de la forme que doit avoir l'État éthiopien. Comment tous ces gens, ces 110 millions d'habitants, peuvent vivre ensemble. Alors, les Tigréens avaient proposé une solution au début des années 90, pardon, en mettant en place ce qu'on a appelé le fédéralisme ethnique, donc une fédération basée sur les différentes ethnies du pays, avec une certaine autonomie pour chacune de ces régions. Ça marchait plus ou moins, mais avec un pouvoir central quand même assez fort et autoritaire. Et ce qui s'est passé, c'est que aussi de l'autoritarisme, un peu de corruption également, qui fait qu'à un moment, une partie de la population revendiquait d'avoir les retombées économiques aussi de cette croissance économique qui existait véritablement. Et donc, c'est là qu'il y a eu beaucoup de contestations populaires dans les années 2014, 2015, 2016. Peut-être que les gens se souviennent des marathoniens éthiopiens qui faisaient le Oromo Protest en passant les lignes d'arrivée. Donc, c'était les Oromos, une partie de la population la plus importante, à un moment alliée avec les Amaras, qui ont contesté le pouvoir central, et à l'éthiopienne, une solution interne a été trouvée. Il y a eu effectivement Meles Zenawi est décédé, son successeur a démissionné, et en interne, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui était symbolique, en fait. Il était Oromo, en plus.
mais bien du sérail, il connaissait très bien le système. Et c'est là que les choses ont déraillé parce que cette personne, Abiy Ahmed, l'actuel Premier ministre, lui, il avait un autre projet politique. Il avait une autre idéologie qui le guidait. Et ce n'était pas le fédéralisme ethnique. Lui, il voulait un pouvoir central fort. Il voulait, si vous voulez, le paysage politique, c'est les fédéraux, ceux qui sont pour le fédéralisme ethnique et ceux qui sont pour l'union. Et lui, il était plutôt pour l'union. En cela, il s'opposait à 30 ans de fédéralisme ethnique et à 30 ans de ce qu'ont fait les Tigréens. Et c'est à partir de là qu'il y a eu de plus en plus de tensions. La tension s'est cristallisée et c'est là où on a fait une erreur. Et je le reconnais, même moi je l'ai fait, l'erreur aussi. C'est qu'il s'est réouvert à l'Érythrée, avec qui ils étaient en guerre depuis près de 20 ans, en situation de ni guerre ni paix. Et là, on s'est dit, c'est la paix, c'est formidable, on lui donne le prix Nobel de la paix, qu'à lui, hein, pas au président érythréen. Et c'est là que ça a été une erreur. Parce que de ce fait, il s'alliait avec l'État totalitaire, un des derniers États totalitaires du monde, d'une part, un prix Nobel de la paix, c'est un lieu, et d'autre part, il montrait son hostilité aux Tigréens qui sont opposés aux Érythréens depuis des années et des années. C'est eux qui ont fait la guerre contre eux. Et c'est là déjà qu'effectivement, certaines voix ont commencé à monter en disant « Attention, on est en train de faire des bêtises, attention, les choses vont dérailler », et ça n'a pas manqué effectivement en novembre 2020. Alors, si on prend le vivre ensemble, en prenant encore un peu plus de hauteur, quand on fait un petit tour d'horizon donc de la région, du côté du Soudan, qu'est-ce qu'on pense de ce qui est en train de se passer en Éthiopie? Alors, au départ, si vous voulez, vous avez une opposition aussi régionale liée au fait que l'Éthiopie construit depuis de nombreuses années un grand barrage sur le Nil bleu, qui aura un impact sur le Soudan et surtout sur l'Égypte. Donc, vous avez une opposition entre Égypte, Soudan et l'Éthiopie de l'autre côté. Et le Soudan a des répercussions aussi directement sur son territoire du conflit dans le nord de l'Éthiopie, puisque beaucoup de réfugiés, des Tigréens, se sont réfugiés au Soudan. Ajoutez à cela qu'il y avait aussi un petit conflit, une délimitation de la frontière qui n'avait pas été réglée entre le Soudan et l'Éthiopie, et que les Soudanais ont profité de cette guerre pour récupérer le territoire qu'ils estimaient être le leur. Vous avez une période assez tendue, effectivement, entre l'Éthiopie et le Soudan. On a vraiment craint aussi l'ouverture d'une guerre. Et il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, le Soudan a beaucoup d'autres problèmes internes. Et donc, si on prend justement ce recul régional, on a quand même un gros problème de transition politique dans toute la région. Donc, le retour des militaires qui reconfisquent le pouvoir aux civils au Soudan, cette transition en Éthiopie ratée depuis le départ, la mort de Meles Zenawi, et donc ensuite ça a été compliqué. On a aussi un échec d'une transition en Somalie, le président ne part pas, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. On a à Djibouti un président qui arrive dans ses dernières années de mandat, donc il va falloir penser à une transition, le pays n'ayant connu que 2 présidents depuis son indépendance en 1977. Et on a en Érythrée un président au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1993, un État totalitaire, et il ne lâche pas le pouvoir. Et de toute façon, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'élection, donc bon, il n'y a pas de transition. Alors, on en a oublié quelques-uns, le Soudan du Sud. Ah oui, le Soudan du Sud, pardon, effectivement. Oui. Alors, ce qui a été un peu ironique, c'est qu'effectivement, à un moment, le Soudan du Sud a proposé d'aider à la résolution du conflit, notamment en Éthiopie, alors que le Soudan du Sud n'est pas nécessairement, ça s'est un petit peu calmé, mais a connu aussi une guerre civile au moment de l'indépendance du pays, puisque le pays a fait sécession en 2010. Donc, c'était négocié avec le Soudan, mais c'est une sécession qui a pas été suffisamment préparée, puisqu'il y avait beaucoup de choses à résoudre sur la délimitation de la frontière, le partage des richesses, le partage du pétrole, et ça a mené à un conflit à la fois avec le Soudan, mais aussi en interne du Soudan du Sud. Encore une fois, comment vivre ensemble, comment se partager le pouvoir, c'est une question qui revient une nouvelle fois aussi dans cette zone. Alors, un autre territoire que vous avez cité, alors je dis territoire parce que ce n'est pas un pays reconnu, le Somaliland. Effectivement, le Somaliland, alors le Somaliland qui semble peut-être tirer un petit peu sa carte du jeu, en tout cas qui se présente comme l'exception dans la région. Ils ont intérêt à faire cette communication puisqu'ils veulent que le pays soit reconnu. Le Somaliland qui est effectivement... vous remarquez que ce qui est très intéressant dans les 3 pays qui ont fait sécession, c'est que c'est un retour aux frontières coloniales. C'est-à-dire que l'Érythrée était occupée par les Italiens, mais faisait partie de l'Éthiopie.
Le Soudan du Sud, il y avait une colonisation un peu distincte de ce qui se faisait dans le nord du Soudan par les Anglais. Il y avait déjà une distinction établie. Et le Somaliland était colonisé par les Anglais et la Somalie du Sud par l'Italie. Et donc là, tout le monde demande à revenir aux frontières de la période de la colonisation. Et donc le Somaliland veut effectivement être reconnu indépendant, organise des élections, a tous les attributs d'un État et aujourd'hui veut aussi concurrencer Djibouti. Je crois avoir compris qu'ils veulent récupérer 30% du trafic du port de Djibouti en développant leur propre port et avec l'aide des Émirats arabes unis. Un autre pays, alors qui, d'après, comment, paraît un peu plus calme, le Kenya. Oui, le Kenya qui paraît plus calme, mais le Kenya qui quand même qui a eu des transitions politiques compliquées. Hein. On se souvient des milliers de morts en 2007 lors des élections. Le Kenya qui a proposé sa médiation pour régler le conflit en Éthiopie, mais le Kenya est troublé par les attaques d'Al-Shabaab. Al-Shabaab qui menace aussi le port de Lamu construit par les Chinois. Et les Kenyans ont des troupes qui sont engagées en Somalie justement pour essayer de créer, enfin à un moment c'était ça, créer une zone tampon et se protéger de ces attaques d'Al-Shabaab. Mais il reste aujourd'hui menacé par ce groupe terroriste qui agit en Somalie. Et je crois que ce matin ou hier, l'ambassade de France au Kenya a justement lancé une alerte de possibilité d'attentat sur le territoire ou à Nairobi. Donc, vous voyez, ils sont aussi pris de ces tourments régionaux. Bon, tout à l'heure, je parlais un peu de l'Eldorado à un moment donné, donc de l'Éthiopie. C'est vrai que, enfin, du côté des Chinois, qui considéraient l'Éthiopie comme une sorte de base de délocalisation, de leur délocalisation, quelle est la réaction de la Chine, la position de la Chine par rapport à ces troubles en Éthiopie ou dans la région? Alors, vous savez, la Chine a toujours dit qu'elle ne faisait pas d'ingérence dans les affaires politiques des autres États, qu'elle faisait surtout du business. Aujourd'hui, on se demande si ça n'est pas en train de changer et que la Corne de l'Afrique ne sera pas le modèle justement de ce changement. Pourquoi alors, plusieurs choses. D'une part, parce qu'à partir de 2017, la Chine a ouvert une base militaire à Djibouti, a priori pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour sécuriser ses investissements dans la région. Et les routes de la soie, enfin, et les exportations chinoises. Et les routes de la soie, puisqu'à partir de 2013, il y a eu effectivement le lancement de ce projet de nouvelles routes de la soie qui passe, la route maritime passe par la Corne de l'Afrique. Donc, c'est-à-dire beaucoup d'investissements et de prêts au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti. Concrètement, c'est la construction du train et du chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est l'agrandissement de l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie. C'est de nombreuses infrastructures qui vont vraiment changer le paysage de la région. Donc, c'est sécuriser effectivement cette route, ces investissements, et donc création effectivement de ce port. Et jusqu'à présent, les Chinois ne se mêlaient pas trop des questions politiques internes, mais tout dernièrement, ils ont nommé, comme l'ont fait l'Union européenne ou les États-Unis, un envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique. Ils ont eu plusieurs propos sur le fait qu'ils n'allaient pas faire d'ingérence comme le faisaient d'autres partenaires, par exemple les États-Unis, qu'ils n'allaient pas mettre des sanctions comme le font des faux amis que peuvent être les États-Unis vis-à-vis de l'Éthiopie. Et donc, on a possiblement une modification de cette politique de non-ingérence dans la région pour des raisons économiques, hein, de protection des investissements et des prêts. Mais pour l'instant, ce qui est compliqué à voir, c'est que les Chinois étaient proches quand même des Tigréens. Ils ont lancé toute cette stratégie au moment où les Tigréens étaient au pouvoir. Donc, ils font un peu quand même attention à ce qui se passe. Moi, ce que je trouve qui est très important, si on fait une vision vraiment globale, c'est que dans les années 2014-15, je ne sais plus, un chercheur américain qui s'appelle Montero publie un livre pour dire que le monde était toujours unipolaire, avec les États-Unis qui dominaient, en expliquant que, oui, il y avait la montée de la Chine, mais que la Chine n'avait pas la volonté de se projeter, la volonté et la capacité de se projeter en dehors de ses frontières comme le fait les États-Unis. Alors, ils le faisaient dans leur région, mais pas au-delà.
Et je trouve que la base chinoise à Djibouti remet justement en question cette volonté de se projeter, les routes de la soie également, bien entendu, et cette nomination d'un premier envoyé politique, d'un envoyé spécial dans la Corne de l'Afrique, questionne une nouvelle fois, je trouve, cette posture chinoise. Donc il faudra vraiment observer ce qui se passe là dans la Corne de l'Afrique. Même si, voilà, en novembre, lors du forum Chine-Afrique, ils ont annoncé une baisse d'un tiers, je crois, de l'aide ou des investissements, pardon, qui seront envoyés sur le continent africain dans les 3 prochaines années. Mais à quel point ça ne va pas être concentré justement sur la Corne de l'Afrique, faudra surveiller. En tout cas, les violences dans la région ne les arrangent pas et ils semblent vouloir apporter leur grain de sel. Enfin, projection de la Chine, oui, ce que j'ai vu, je crois qu'il y a un deuxième projet d'une base, cette fois-ci navale, de l'autre côté. Hein, oui, c'est vrai. Donc, effectivement, comment à suivre. Si on poursuit ce tour d'horizon, il y a un pays que vous avez cité, les Émirats arabes unis. C'est leur zone d'influence également, on ne le sait pas forcément. Alors, pour eux, comment ils le justifient et quelle est leur source d'inquiétude? À partir de 2008, à peu près 2006-2008, et lorsqu'il y a eu de la piraterie dans la région, c'est vrai que la mer Rouge a attiré le monde entier. Tout le monde s'est rendu compte que la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, c'est une autoroute maritime. Tout le monde y a des intérêts, les pays asiatiques vers l'Europe, etc. Et donc, on avait au large du golfe d'Aden des bateaux de tous les pays du monde qui circulaient. Et dans les années qui ont suivi, on a eu effectivement un retour aussi de l'intérêt des pays du Golfe pour la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, on a beaucoup de travaux qui sortent sur justement ces relations entre Golfe et Corne de l'Afrique. C'est un prolongement géographique et naturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. L'Arabie saoudite a toujours soutenu, depuis son indépendance, Djibouti. Les Émirats arabes unis ont, au début des années 2000, participé à la rénovation du port de Djibouti, que les Français n'avaient pas répondu à l'appel. Les Émirats ont accepté de le faire. Une brouille diplomatique fait que Djibouti les a mis dehors, a nationalisé son port, et les Émirats se sont retournés vers le Somaliland, d'une part. Les Émirats se sont aussi mêlés de diplomatie, puisqu'ils ont participé au rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie, qui avait eu le prix Nobel de la paix au Premier ministre éthiopien. Ils avaient à l'époque reconstruit, rénové le port d'Assab en Érythrée, et ils avaient une présence en Érythrée, ce qui a peut-être participé aussi à la prolongation du régime érythréen, puisqu'il avait trouvé des ressources financières à l'extérieur. A priori, il se serait retiré au début du conflit éthiopien, parce qu'on se demandait s'il n'y avait pas des drones justement utilisés depuis Assab. Et aujourd'hui, ils font partie des pays, peut-être avec la Chine, pas sûr, mais en tout cas avec la Turquie et l'Iran, qui ont aidé militairement le Premier ministre et le pouvoir central éthiopien dans son conflit avec les pays du Nord. Al Jazeera avait publié il y a quelques semaines un article expliquant qu'un corridor militaire aurait été ouvert, justement, aérien, aurait été ouvert pour soutenir le pouvoir central d'Addis Abeba dans son conflit. Ce qui peut expliquer le retournement de situation qu'on a observé en fin d'année 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être tous, en novembre, les journaux disaient les rebelles tigréens sont à quelques kilomètres d'Addis Abeba, est-ce qu'ils vont prendre la capitale, tout renverser? Et là, fin décembre, on vous dit il y a un blocus humanitaire, les Tigréens sont revenus dans leur région et ça y est, militairement, le pouvoir central a gagné. A priori, la livraison de drones et ce combat militaire aérien avec les drones a participé à ce changement sur le champ de bataille. Et les Émirats arabes unis ont un rôle effectivement là-dedans aussi. Des drones turcs également ou pas? Oui, des drones turcs. Oui, oui, tout à fait. Il y a un accord militaire qui a été signé en août entre le Premier ministre Abiy Ahmed qui est allé en Turquie. Donc vous voyez, ça va être intéressant dans les années qui viennent, cet axe, cette alliance plus ou moins Turquie, pays du Golfe, Chine, Iran, et de l'autre côté, les États-Unis, l'Union européenne, la France, etc. Tout le monde est dans la Corne de l'Afrique, tout le monde a des intérêts divergents, mais surtout, quand on dit ça, on a tendance à oublier les acteurs de la zone qui ont aussi leur agenda et aussi leur stratégie. Comme je vous l'ai dit, en Éthiopie, ce n'est pas un conflit lié ou dû aux puissances
aux puissances internationales. Il y a aussi une question idéologique de construction de l'État, de forme de l'État et de vivre ensemble. Tout ça lié, effectivement, ne donne pas des très bonnes choses en ce moment. Et nous, la France? La France a mis du temps à réagir et à se positionner. Je regarde souvent là parce que j'ai ma carte de la Corne de l'Afrique. Ouais. Donc, la France a mis beaucoup de temps à réagir à ce qui se passait en Éthiopie. Elle l'a fait, mais elle a tendance, enfin ça fait partie de notre politique étrangère. On suit vraiment le positionnement de l'Union européenne et de nos alliés dans la région. Et la France est très occupée en Afrique de l'Ouest, ça ne vous aura pas échappé. Et même si les discours politiques ont à plusieurs reprises annoncé l'importance de la Corne de l'Afrique, l'importance d'investir en Éthiopie, au Kenya. C'est la visite d'Emmanuel Macron il y a 2-3 ans dans la Corne de l'Afrique. On ne voit pas encore énormément sur le terrain et nécessairement, là, les investissements sont un petit peu plus compliqués. Mais la France est présente militairement à Djibouti depuis l'indépendance du pays et puis elle a colonisé ce pays avant. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel dans mes interviews, c'est que la dernière question soit posée par l'invité. Alors, quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Alors moi, j'aurais voulu vous poser presque une double question. Mais justement, la question était de savoir pourquoi vous m'aviez invité et pourquoi vous voulez qu'on parle de la Corne de l'Afrique. Et surtout, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans cette région? Alors, pourquoi je vous ai invité? Tout simplement pour avoir un tour d'horizon de la situation. Mon approche de la géopolitique est une approche géopolitique et entreprise, et de dire que la géopolitique devient une compétence indispensable de tout manager. Et j'allais dire, vous l'avez parfaitement illustré. Ce qu'attend l'entreprise, c'est tout simplement des jeunes diplômés ou des managers qui soient capables de comprendre donc ces situations et en disant attention, un événement qui est peut-être en train de se passer au fin fond de l'Érythrée peut avoir des conséquences à un moment donné sur la stratégie de mon entreprise. Donc c'est important d'avoir ces notions, donc comment, oui, de grandes influences. Et puis, cette capacité à constituer sa propre grille de lecture. Si on prend l'Éthiopie, je pense que l'approche de l'Éthiopie pour Bolloré Logistics et Air France ou Peugeot n'est pas la même. Et donc, il y a besoin de spécifications. Et donc, voilà, c'était ça. Et d'autant plus, c'est également une zone dont on parle très peu en France. Vous l'avez fort bien dit, pour nous, Français, l'Afrique est plutôt polarisée sur l'Ouest, alors qu'effectivement, il y a de grands enjeux et avec un enjeu commercial encore plus important avec ces fameuses routes de la soie. Voilà, donc c'est pour ça que je vous avais identifié et que je souhaitais donc qu'on ait un échange. Et encore une fois, merci, oui, parce que ça répond bien à cette compréhension du monde, et si, etc. Et donc, là encore une fois, particulièrement important pour les étudiants et pour les entreprises. Merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu de questions. Alors, votre Merci actualité, à vous pour cet échange. Je crois que c'est un livre, donc alors je ne sais pas si, il me semble avoir vu sur un site de vente en ligne que la publication était au mois d'avril. Alors, je ne sais pas si c'est au mois d'avril ou juste avant, mais je vous laisse donner le titre et puis en dire peut-être un peu plus. Effectivement, il y a quelques mois, pour avoir participé au célèbre Que sais-je, collection Que sais-je aux presses universitaires de France, j'ai regardé un petit peu l'historique des publications et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en dehors de l'histoire sur l'Afrique. Et du coup, je leur ai proposé de faire un relation internationale en Afrique. La population française connaît mieux le mot géopolitique, donc on a pris le titre géopolitique de l'Afrique. Mais voilà, ce sera un numéro géopolitique de l'Afrique pour expliquer les grandes dynamiques du continent et qui sortira en avril. Merci beaucoup. Et puis, je crois que vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir à d'autres ouvrages et bonne continuation. Et puis, en plus, vous l'avez fort bien montré, sur une zone où quasiment tout change de minute en minute. À très, très bientôt. À bientôt. Merci.